Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021 et c'est la dernière contre-matinale de l'année. Oui, nous prenons des congés, mais pendant ces congés, le média ne s'arrête pas. Tous les jours ou presque, vous aurez droit à de nouveaux contenus sur notre site internet et notre antenne YouTube. L'équipe de la contre-matinale reprendra des forces pour revenir dès le lundi 3 janvier. Et notre collecte de fonds de fin d'année, importante, cruciale même, pour maintenir l'équipe en l'état et la renforcer en cas de franche réussite, notre collecte de fonds de fin d'année continue. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 40 000 euros et nous espérons atteindre notre deuxième objectif, c'est-à-dire 50 000 euros en guise de cadeau de Noël. La contre-matinale du média, épisode 62, c'est parti. Aujourd'hui, nous aurons deux invités, les deux par visio. D'abord, notre camarade Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite, qui fera son bilan de l'année politique 2021. Un bilan qui tient pour lui en quelques expressions clés: montée d'Éric Zemmour et des violences d'extrême droite, réforme de l'assurance chômage et des APL, crise sanitaire, vaccins et dérives autoritaires. Nous continuerons avec Stéphane Desgranges, délégué syndical CGT Carrefour Ivry, qui nous parlera de la grève de fin d'année qui secoue depuis vendredi un certain nombre de grandes surfaces Carrefour Auchan, n'étant pas en reste par ailleurs. Une occasion de plus de nous rappeler qu'en ce temps d'inflation et de hausse de prix, le combat pour les hausses des salaires, au moins au niveau de l'inflation, ce combat sera central en 2022. Mais avant de les écouter, place à la titrologie. Une fois n'est pas coutume, des reportages à l'étranger occupent la une de deux de nos quotidiens nationaux. Afghanistan, la faim. Faim, F-A-I-M. C'est le titre de Libération. Le quotidien de centre-gauche nous conduit dans un pays qui a, explique-t-il, plongé dans l'abîme. Pénurie de nourriture, infection, dévaluation de la monnaie, sanctions internationales. La coupe est pleine dans un pays mis en coupe réglée par les talibans. L'envoyé spécial du journal raconte son quotidien auprès des Afghanes condamnés à mener des vies clandestines et à étudier dans des écoles informelles, puisque les talibans leur refusent le droit à l'éducation. La Croix, de son côté, nous prend par le bras et nous amène à la rencontre des chrétiens de Syrie, des chrétiens qui songent de plus en plus à partir après 10 ans de guerre et un quotidien fait de privations aggravé par les sanctions internationales. Le pays compte aujourd'hui 140 000 familles chrétiennes contre 560 000 en 2010, alors que les décorations de Noël scintillent dans nos rues. Le Figaro se fait alarmiste et titre « La France sous la menace de coupure d'électricité ». Mais qu'est-ce qui se passe ? Un quart des réacteurs nucléaires exploités par EDF, c'est-à-dire 15 en tout, sont mis à l'arrêt forcé pour des raisons techniques et de sécurité. Et en plus, vu que l'hiver est plutôt froid, les besoins en électricité sont plus importants. La France paye aussi le prix de son retard dans le développement des énergies renouvelables, écrit Le Figaro. Le variant Omicron est la vedette à la une du Monde, de l'Humanité et des Échos. Pour Le Monde, Omicron contraint l'exécutif à durcir sa stratégie. Le Monde évoque l'option d'un couvre-feu pour le Nouvel An et évoque aussi de nouvelles mesures restrictives sur lesquelles planche le Conseil scientifique. Le Monde explique également qu'après les syndicats de patrons et de salariés du privé, la fonction publique se montre elle aussi réticente à l'instauration du pass sanitaire dans les lieux de travail. Pourquoi Omicron complique tout ? C'est le titre de l'Humanité. Omicron serait plus transmissible et moins sensible au vaccin, même s'il continue à être assez efficace contre les formes graves. Je parle des vaccins. L'Humanité, le quotidien d'inspiration communiste, donne la parole au virologue Étienne De Crowley qui explique que le risque de réinfection est 3 à 4 fois plus élevé avec Omicron, ou Omicron, ou Omicron, ou en tout cas pas Oh my God. De son côté, le quotidien économique Les Échos titre « Le retour en force du télétravail » alors que le gouvernement encourage une pratique du télétravail 3 à 4 fois par semaine.
pour les salariés et les entreprises qui le peuvent. À noter aussi cette dépêche de l'AFP reprenant les propos de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, et ce dernier est catégorique, je le cite, « Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu », a-t-il dit, et il a ajouté, et je le cite, « Les programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. » Effet douche froide garanti. Du côté de la presse indépendante en ligne, je voudrais effectuer un focus sur 3 articles. D'abord, cette enquête de nos camarades de Street Press dont le titre est « De Bruno Maigret au Parti de la France, l'armée secrète d'Éric Zemmour ». Une armée constituée de membres de groupuscules d'ultra-droite dissous en raison de leur radicalisation dangereuse pour la paix civile, des groupuscules comme Génération Identitaire dans les ex sont comme à la maison chez Zemmour, nous apprend Street Press. Éric Zemmour échange aussi des textos avec Thomas Joly, leader du micro-parti ultranationaliste Parti de France, des infréquentables qui gênent les notables de la Manif pour tous et de la droite conservatrice qui ont choisi Zemmour. Les hommes de Bruno Maigret, l'ancien numéro 2 de Jean-Marie Le Pen, sont également au cœur de la machine Zemmour. Zemmour qui a d'ailleurs publié la nuit dernière un communiqué pour se dissocier de ce qu'il appelle les ultras, qu'il compare à des hooligans et qu'il associe aux antifas comme pour les mettre dos à dos. Les 2 articles qui suivent sont de Mediapart, régional et départemental, révélation sur de faux électeurs à Toulon. C'est le titre d'une enquête du quotidien en ligne cofondée par Edwy Plenel. Ça se passe dans un bureau de vote où les candidats LR, Renaud Muselier et Michel Bonus ont réuni plus de 85% des voix. Les habitants ont expliqué, éléments de preuve à l'appui, précise Mediapart, qui ne se sont jamais rendus aux urnes alors que selon les registres électoraux, eh bien, ils ont voté. Mediapart écrit, et je cite, « Gribouillis, grossier, signatures différentes entre les élections régionales et départementales ou entre le premier et le second tour, parfois pour une seule personne. Nous avons identifié 4 signatures distinctes. Cette étude nous a permis d'isoler un groupe de 72 électeurs présentant des signatures illogiques. » Qui a dit que la technologie électorale était réservée uniquement aux républiques bananières. Afrique. Emmanuel Macron a-t-il eu la peau de Vincent Bolloré? On pourrait le penser en lisant le long et très riche papier de la journaliste économique Martine Orange en service à Mediapart. Son titre, le groupe Bolloré tire un trait sur l'Afrique. Mediapart écrit, et je lis, « Le groupe de Vincent Bolloré a annoncé le 20 décembre être entré en négociation exclusive avec MSC, son ennemi irréductible jusqu'alors, en vue de lui céder toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique. Avec cette cession, une page se tourne pour le groupe, mais aussi pour toute la France-Afrique. En effet, cette cession est un véritable séisme. L'emprise de Vincent Bolloré sur les économies des pays d'Afrique subsaharienne francophone est longtemps passée, dans un premier temps, par son contrôle quasi absolu des ports, des réseaux de chemins de fer et plus généralement de la chaîne logistique. Pourquoi Vincent Bolloré abandonne-t-il sa poule aux œufs d'or, l'Afrique, qui, selon une étude BNP Paribas datant de 2013, lui rapporterait 80% de ses bénéfices? C'est à cette question que répond l'article de Martine Orange. Et en premier lieu, elle identifie la concurrence, avec l'arrivée des Chinois, des Émiratis et des Qataris, pour lesquels l'unité de compte des investissements est le milliard, selon un connaisseur du dossier interrogé par Mediapart. Mais en second lieu, Bolloré se sent lâché par la France, par l'État français. C'est parce qu'il assurait le rôle d'intermédiaire entre les pouvoirs français et africains, encore plus après la disparition de Jacques Foccart et de Charles Pasqua, que l'industriel breton avait la cote dans les palais du continent et pouvait gagner des marchés de gré à gré sans appel d'offres. Or, Vincent Bolloré se rend compte qu'avec Emmanuel Macron, ça ne marche pas, comme avec ses prédécesseurs. Emmanuel Macron pousse manifestement les intérêts du groupe italo-suisse MSC, le grand rival du groupe Bolloré. MSC, auquel est connecté par des liens
familiaux et professionnels. Le secrétaire général de l'Élysée, le fameux Alexis Kohler, souvent décrit comme le vice-président. Mediapart rappelle que Bolloré a accusé l'Élysée de jouer contre lui et pour MSC sur les ports de Lomé au Togo et de Douala au Cameroun. Il pointe les diplomates français ainsi que les cadres de l'Agence française de développement. Il se trouve que l'Agence française de développement est dirigée par Rémi Rioux, un ami proche de Alexis Kohler. Pour Bolloré, ces péripéties ont une odeur de grand remplacement, si on peut se permettre. Alors, quand au final, Bolloré est mis en examen pour corruption dans l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée, et que la justice française refuse, dans une sorte de coup de tonnerre, d'accepter son plaidé coupable, son offre de plaidé coupable permettant d'éviter un procès et de sauver la face, il estime que la coupe est pleine. On rappelle que dans une grande enquête, Le Monde présentait la candidature d'Éric Zemmour comme le signe de la grande colère de Bolloré contre Macron. En tout cas, au final, c'est avec MSC, l'ennemi juré, le préféré de la Macronie, que Vincent Bolloré a choisi d'entrer en négociation exclusive pour la reprise de son joyau africain. Vincent Bolloré cédera donc à ses fils un empire recentré sur les médias et le divertissement en France, où il a repris les actifs de Lagardère, notamment Europe 1, Paris Match et le Journal du Dimanche, mais aussi en Afrique, où Canal+ est un des leaders de la télévision payante et contrôle les filiales d'Universal Music, ainsi que les salles de spectacle Canal Olympia. Après avoir contrôlé la circulation des marchandises, le groupe Bolloré va y contrôler de plus en plus la circulation des idées et des produits culturel. L'enjeu sera d'observer s'il essaiera de fabriquer des petits Éric Zemmour en Afrique pour pérenniser son influence. On passe désormais à notre conversation à distance, une fois n'est pas coutume, avec notre ami du matin, Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et tout nouveau membre du Parlement de l'Union populaire. Thomas Porte va esquisser pour nous ce qu'il considère comme le bilan de l'année politique 2021. Bonjour Thomas. Salut, Comment tu vas? ça va, merci et toi? Ça va, ça fait bizarre de t'avoir à distance, mais on va faire avec. Alors, dans l'équipe de la contre-matinale, nous avons eu envie de faire le point à l'occasion de cette dernière contre-matinale de l'année sur 2021, justement. Et nous nous sommes tournés vers toi et tu as évoqué assez spontanément quelques expressions clés. Montée d'Éric Zemmour et des violences d'extrême droite, réforme de l'assurance chômage et des APL, crise sanitaire, vaccins et dérives autoritaires. On va commencer par parler d'Éric Zemmour, qui est pour toi un des phénomènes de l'année 2021. Alors, je voulais savoir si, à ton avis, sa transformation en candidat sérieux pouvait-elle être anticipée et comment l'expliquer? Je pense qu'elle pouvait être anticipée, puisque ça fait des années en vérité que Vincent Bolloré, tu l'as cité dans ta revue de presse, prépare un projet politique d'extrême droite avec la même mise sur iTélé à l'époque qu'il a transformé en CNews, où il a mis en scène Éric Zemmour, sans contradicteur tous les soirs à la télé. Il a repris Europe 1 il y a quelques mois pour en faire là aussi une chaîne de propagande au sein de son service politique. Et le phénomène Éric Zemmour, il n'est pas à l'œuvre simplement depuis qu'il est candidat à l'élection présidentielle depuis quelques semaines. Il est à l'œuvre depuis plusieurs années, depuis qu'on lui donne plateau ouvert à la télé, à la radio et dans les colonnes du Figaro pour déverser son idéologie de haine et son idéologie d'extrême droite. Donc c'est un phénomène qui ne fait que être un mouvement depuis des années, qui aujourd'hui trouve une traduction politique avec une candidature à l'élection présidentielle qui pose problème au regard de ce qu'elle entraîne comme conséquence. On va en parler des violences qu'il y a dans la société, mais la réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, en 2021, on a deux candidats d'extrême droite qui pèsent 30% dans les sondages. Donc c'est un véritable danger pour notre pays, pour la démocratie, pour la République et pour toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de notre pays. Et si on en est là, en fait, c'est parce que, quelque part, la grande bourgeoisie l'a bien voulu ainsi, a mis en lumière Éric Zemmour et a laissé prospérer avant Marine Le Pen. Alors, comment expliquer tout ça? Comment expliquer cette passion, cette tendance naturelle à faire prospérer des thèses qui, finalement, euh, jurent avec l'histoire de la France dans ses aspects les plus lumineux? Je crois qu'il y a une rupture qui s'est opérée avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut remonter jusque-là, où avant, la droite, ce qu'on appelait la droite républicaine, avait quand même mis des digues avec l'extrême droite et avec toutes celles et ceux qui se revendiquaient presque de l'héritage de Vichy, de thèses négationnistes, réactionnistes. On n'avait jamais vu, par exemple, des représentants de la droite républicaine parler avec Renaud Camus, échanger avec des groupuscules identitaires. Et Nicolas Sarkozy, lui,
D'ailleurs, il s'est empressé de s'entourer de gens qui revendiquaient ces idées-là, et notamment Patrick Buisson, qui est un maurassien et qui était la plume de Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy il s'est revendiqué de cette identité réactionnaire et anti-républicaine, et il a dressé les ponts entre une partie de la droite et une partie de l'extrême droite en utilisant à l'époque, il faisait déjà les mêmes comparaisons qu'Éric Zemmour, c'est-à-dire la chasse aux Roms, la remise en cause de l'immigration, des attaques sur l'islam, sur l'insécurité, un imaginaire autour d'étrangers délinquants. Tout ça a créé un tissu qui permet aujourd'hui à Éric Zemmour de pousser les feux encore plus loin. Et on voit ce qui se passe avec le débat des Républicains. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne, mais le cœur des débats entre Éric Ciotti, Valérie Pécresse et les autres candidats à la primaire ont été gangrénés par les thèmes d'Éric Zemmour, par les thèmes de l'extrême droite. Donc il y a un glissement idéologique qui est aujourd'hui très fort. Et on est ouvertement dans une période qui est extrêmement dangereuse parce que souvent on utilise le mot de fascisme ou de pré-fascisme, mais on est dans une période avec un candidat, Éric Zemmour, qui porte un projet ouvertement fasciste. Et il y a un historien très connu qui s'appelle Robert Paxton qui dit les fascistes, ils sont proches du pouvoir lorsque les conservateurs commencent à emprunter leurs méthodes, font appel à leur passion mobilisatrice et essaient de capter leur clientèle fasciste. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe, c'est-à-dire que la droite, elle chasse sur les terres de l'extrême droite. Une partie du gouvernement a repris une rhétorique de l'extrême droite. Donc tout ça pousse le curseur de plus en plus loin et favorise la montée de l'extrême droite dans ce pays, avec les conséquences qu'on connaît, qu'elles soient idéologiques et aussi violentes dans le passage à l'acte quotidien. Je ne sais pas si on va en parler, mais... Justement, est-ce que la libération de la parole et des violences de l'extrême droite est-elle à mettre directement en relation avec l'ascension politique d'Éric Zemmour? L'actualité, d'ailleurs, nous donne encore un exemple avec, disons, des violences, des dégradations qui ont été faites devant le domicile de Sandrine Rousseau. Est-ce que, Sandrine Rousseau, dont tu étais le porte-parole et que tu as eu au téléphone, est-ce qu'il y a un lien entre disons, la montée en puissance d'Éric Zemmour et cette, disons, ce sans-gêne et cette, comment dire, cette hardiesse de l'extrême droite violente dans la rue. Le lien, il est évident puisqu'on a on a un candidat qui est le candidat de la haine, qui tient des discours de plus en plus violents, qui, lors de son meeting à Villepinte, où des militants d'SOS Racisme sont passés à tabac, et on voit le service d'ordre d'Éric Zemmour aller féliciter celles et ceux qui les ont passés à tabac. Et quand vous avez, à longueur de journée, un candidat, son entourage, qui propage des discours de haine, qui souffle sur des braises qui sont déjà ardentes, ça encourage au passage à l'acte. Et c'est vrai, tu l'as dit, on vient de vivre 72 heures, on a eu quand même Alexis Corbière, Raquel Garrido, y compris des militants antifascistes, des Tunisiens, des Algériens, la terminologie bougnoul qui était reprise, qui ont été menacés de mort par des soutiens d'Éric Zemmour. On a le domicile de Sandrine Rousseau qui a été attaqué en pleine nuit par des soutiens d'Éric Zemmour. On a la permanence du député insoumis Adrien Quatennens qui a été aussi dégradée avec des autocollants d'Éric Zemmour. Donc on voit que derrière les attaques qui sont faites, il y a des soutiens de ce candidat-là. Il a beau dire sur les réseaux que ce n'est pas son problème, qu'il ne les reconnaît pas, c'est en son nom qu'ils commettent des actions. Et ce n'est pas la première fois. On a déjà eu il y a quelques semaines des gens qui s'entraînaient à tirer sur des cibles racistes qui revendiquaient être des soutiens d'Éric Zemmour. On a une boucle Telegram qui a créé des menaces de mort sur Jean-Luc Mélenchon, Daniel Ebono, Taha Bouas, qui a dit qu'ils étaient présents au QG de campagne d'Éric Zemmour lors du lancement de sa campagne. Donc on voit que le discours que porte ce candidat-là, qui est un discours de haine, qui est un discours fasciste, encourage cette montée de la tension et un passage à l'acte de plus en plus violent, dans un silence, il faut le dire aussi, assourdissant du gouvernement et des représentants politiques de ce pays. On n'a pas vu depuis hier un membre du gouvernement adresser publiquement un mot à Sandrine Rousseau, par exemple. Très peu se sont exprimés pour condamner les violences qui ont été faites contre Alexis Corbière et Raquel Garrido et les menaces de mort sur Internet. Donc tout ça interroge sur le climat, tout ça interroge sur ce qui se passe. Et moi, je lance un peu une alerte aujourd'hui. Si on ne prend pas garde, jusqu'où ça va aller? Quelle est la prochaine étape après l'attaque du domicile d'une personnalité politique? D'autant plus qu'on entre dans une année électorale et dans une année électorale où tous les coups semblent permis. Alors je voulais savoir, à ton avis, pourquoi Éric Zemmour désavoue-t-il désormais les ultras, ceux qu'il appelle les ultras, un communiqué donc, qu'il a publié hier nuit, et des ultras qu'il se presse de comparer aux antifas? Il les désavoue du bout des doigts et du bout de la langue en envoyant dos en dos les militants antifascistes et les militants qu'on qualifie d'ultra-droite, d'extrême-droite. Donc on voit que c'est une opération de communication qui vise à essayer un peu de se détacher de ces mouvements ultra-violents qui sont de plus en plus nombreux, qui passent de plus en plus à l'acte et dont on voit
quand même les liens qu'il y a avec ce candidat-là, avec le programme d'Éric Zemmour, avec sa propagande, avec ses discours. Et il y a quand même, je considère aujourd'hui quand même une majorité dans l'opinion publique, une majorité de citoyennes et de citoyens, quand ils regardent ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire, quand ils voient que des gens sont arrêtés parce qu'ils sont en train de s'armer avec des échanges en disant qu'il faut s'attaquer à des musulmans, que la France est en train d'être victime du grand remplacement, il y a quand même une majorité de gens aujourd'hui qui ne se reconnaît pas dans ces propos-là et qui ne veut pas d'un pays où la violence est la règle, qui ne veut pas d'un pays où la stigmatisation est la règle. Donc Éric Zemmour, il essaye de faire un peu de côté, mais on voit bien que cette opération de communication, elle n'est pas à la hauteur, parce que j'ai envie de dire, ce communiqué de presse, il aurait dû le sortir, par exemple, dès le soir de son meeting à Villepinte, où il y a eu des actions violentes, et là, il aurait dû dire, je condamne les violences qu'il y a eu dans le cadre de mon meeting par des personnes présentes dans mon meeting. Et il ne l'a pas fait, et il renvoie dos à dos deux camps politiques qui sont absolument pas les mêmes. Dans la mouvance antifasciste, ce sont des gens qui se battent pour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, et qui ne se reconnaissent pas dans l'idéologie du régime nazi, alors qu'on sait qu'il y a des groupuscules qui naviguent autour d'Éric Zemmour, qui sont des ardents supporters du régime d'Hitler, de la nostalgie de Vichy, qui sont des négationnistes, des révisionnistes. On a quand même eu Renaud Camus, qui est un des pères aussi de l'antisémitisme. Donc on voit que cette opération de communication, elle a simplement pour objet de tenter de diaboliser un peu Éric Zemmour Et sur le modèle de ce qu'a fait Marine Le peut-être Pen il y a quelques années. peut-être de se relancer un peu parce qu'il est plutôt à la peine dans les sondages ces derniers jours. Il est à la peine, mais il est quand même encore très haut dans les sondages au regard de ce que représente son projet politique et les dangers qu'il y a derrière. Et puis moi, les sondages, je m'en méfie aussi, puisqu'on a vu depuis quelques temps qu'ils étaient désavoués dans les urnes. Mais voilà, c'est une opération de communication qui est arrivée hier assez tard. Personne n'est dupe sur la réalité du candidat Éric Zemmour, sur le programme Éric Zemmour et sur les gens qui l'entourent et qui le soutiennent. D'ailleurs, tout ce qu'il y a de pire dans les milieux d'extrême droite, qui depuis des années n'osaient plus s'exprimer publiquement, étaient relégués aux arrière-bancs de ce pays, sont en train de ressortir du bois, prennent la parole pour appeler à voter Éric Zemmour. Tu as parlé tout à l'heure dans ton édito, dans ta revue de presse, par exemple, de Thomas Joly qui échange en direct avec Éric Zemmour. Il faut aller voir ce que sont ces gens-là. Il faut aller voir ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent sur les réseaux. Et il y a un véritable danger sur le régime démocratique de ce pays avec le programme d'Éric Zemmour s'il arrive ne serait-ce qu'au second tour et pire au pouvoir en 2022. Alors, tu évoquais aussi dans ton bilan de l'année 2021 la réforme de l'assurance chômage par Emmanuel Macron, également la réforme des APL, et tu disais ce sont des réformes du président des riches, donc cette qualification qu'il a rejetée lors de son interview récente sur TF1. Évidemment que ce sont deux réformes emblématiques du quinquennat d'Emmanuel Macron. On fait le bilan de l'année, donc on ne remonte pas jusqu'à 2017, mais je vais commencer par la réforme des APL, puisque les APL, c'est les aides personnalisées au logement, c'est-à-dire c'est en fonction de vos revenus, c'est une aide qui vous est fournie, qui vous permet de payer une partie de votre loyer, parce que vous n'avez pas les moyens de payer la totalité du loyer. Et Emmanuel Macron, il s'y est attaqué dès 2017, ce qui était un geste très fort, c'est-à-dire une de ses premières décisions, ça a été de baisser les APL de 5 euros. 5 euros, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais pour les gens qui aujourd'hui n'ont quasiment rien, c'est énorme, et c'était un signe politique très clair de dire je vais m'attaquer aux plus précaires, je vais m'attaquer aux plus fragiles, au même moment où il allait mettre en place la suppression de l'ISF, on en a souvent parlé, qui faisait des cadeaux de milliers d'euros aux plus riches. Et la réforme de l'APL, la dernière mouture, elle a été mise en place au 1er janvier, et on nous l'avait vendu en tout cas comme une réforme d'égalité, une réforme de justice sociale. Et on a eu une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui dit exactement le contraire, c'est une réforme économique, puisqu'on sait que par exemple 23% des bénéficiaires de l'APL ont une baisse de 73%, de 73 euros pardon, de leur aide, et 400 000 allocataires ont tout simplement perdu leurs droits. Donc on voit que c'est un véritable sujet qui est très important, parce que notamment des jeunes ont été impactés dans une crise sanitaire où ils ont été les premières victimes des suppressions d'emplois, par exemple, qu'ils avaient à côté de leurs études. On a vu des gamins qui faisaient des queues devant les banques alimentaires pour se nourrir, et on voit que cette réforme des APL, elle a impacté les jeunes. Et le deuxième corollaire de ces réformes, c'est évidemment la réforme de l'assurance chômage, tu l'as dit, qui est là une véritable réforme de classe et une réforme qui s'attaque à celles et ceux qui sont les plus fragiles, qui sont en difficulté. Parce qu'on a une petite musique qui revient depuis quelques jours. On a eu des éditorialistes, on a eu Frédéric Hermel, qui est un ancien journaliste sportif, qui a ciblé les jeunes hier en disant que s'ils n'avaient pas de boulot, ils ne se levaient pas assez. On a eu Daniel Riolo, qui est aussi un journaliste sportif, qui s'est attaqué aux chômeurs. Alors que toutes les études le disent, et la DARES le dit, il y a quasiment 13 fois plus de chômeurs que d'offres d'emploi disponibles.
Et on sait aujourd'hui que 45% des chômeurs ne sont déjà pas indemnisés. Et cette réforme de l'assurance chômage, elle est absolument scandaleuse parce qu'elle vise à faire la chasse aux chômeurs et pas au chômage, alors qu'on pourrait créer des emplois, mais on s'attaque aux plus fragiles et les conséquences, elles sont concrètes. Il faut quand même mesurer de quoi on parle. Il y a 1,15 million d'allocataires qui vont avoir une baisse, allez, en moyenne de 17%. Quasiment 400 000 vont voir leurs aides baisser de 40%. Et si on va au fond des choses, on a 3 000 chômeurs dont la baisse serait de 80%. Au moment où on est dans une crise économique majeure, je crois que s'attaquer aux plus fragiles, c'est véritablement un des marqueurs de ce quinquennat-là, c'est-à-dire une politique à destination des riches et s'attaquer et faire les poches des plus fragiles en vérité. Est-ce que ce sont pas aussi des signaux envoyés au patronat dans la période du quoi qu'il en coûte, où par exemple la réforme des retraites n'a pas pu arriver à son terme? Parce que c'est pas une réforme à but idéologique, à but de communication vis-à-vis du patronat, parce que a priori le regain du Covid qui arrive là rend tout ça absurde en réalité de s'attaquer par exemple même la réforme de l'assurance chômage dans une période dans une période encore où il y aura des restrictions, etc. Tout ça semble absurde et donc, a priori, on a l'impression que c'est un message qui est envoyé. Bien sûr, Emmanuel Macron, c'est à la fois le candidat des riches, c'est le candidat du patronat, hein. Il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, hein. On se rappelle le nombre de unes de journaux, des revues de presse qu'il y avait eu sur lui pour le monter à ce stade-là. On sait comment les levées de fonds de personnes qui ont beaucoup d'argent, et notamment de millionnaires et de milliardaires, ont participé à son arrivée au pouvoir. Et cette réforme-là, elle a évidemment un but de rassurer son électorat, une partie de la droite et une partie du patronat, en disant ne vous inquiétez pas, tant que je serai aux affaires, tant que je serai à l'Élysée, vos intérêts de classe, ils seront protégés et ma cible sera toujours les plus fragiles et les plus précaires. Et vous pourrez continuer à exploiter les gens, vous pourrez continuer à mettre des emplois qui sont mal rémunérés avec des conditions de travail dégradées, parce que la réforme de l'assurance chômage, c'est ça aujourd'hui. On montre du doigt certaines personnes qui ne veulent pas prendre un emploi, mais il y a des gens qui aujourd'hui refusent de prendre des emplois qui sont mal payés, avec des horaires absolument incroyables, avec des coupures en plein milieu de la journée qui vous obligent à traverser Paris en long, en large et en travers, avec des conditions de travail qui sont indécentes. Donc plutôt que de créer des emplois de qualité, on impose aux chômeurs aujourd'hui, avec une réforme qui va les contrôler de plus en plus, de prendre des emplois précaires et pourris pour continuer à alimenter des employeurs qui se servent de ces gens-là comme des gens qui sont corvéables. Donc c'est véritablement, tu as raison, une réforme de classe et une réforme à destination du patronat et du MEDEF pour dire ne vous inquiétez pas, je suis votre meilleur représentant, donc en 2022, il faut me faire réélire. Alors, crise sanitaire, c'est pour toi le troisième gros point de l'année, c'est la crise sanitaire, le vaccin et la dérive autoritaire. Alors, le directeur général de l'OMS est venu un peu à ton secours en jetant une sorte de pavé dans la mare et disant que les doses de rappel ne nous sauveront pas. Quelque part, est-ce que la crise sanitaire n'est pas une sorte de, disons, de pendant de la crise écologique, c'est-à-dire en fait une crise où les combats ne peuvent être que mondiaux et font face justement à la rapacité, déjà au nationalisme, à leur force et aussi à la rapacité du capitalisme. Oui, mais je crois que le directeur de l'OMS a eu des paroles encore une fois très fortes et très justes, mais c'est pas la première fois depuis le début de la crise sanitaire et de la pandémie qui s'exprime avec des mots justes et en tirant la sonnette d'alarme, parce qu'on voit bien aujourd'hui euh, comment c'est en train d'être géré. On a la troisième dose. Moi, je suis pas opposé au vaccin, je suis vacciné, j'ai fait ma troisième dose il y a quelques jours, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais on voit bien que cette crise-là, elle est mondiale, tu l'as rappelé, donc on ne peut pas la régler de manière nationale en simplement réadministrer des doses. C'est ce qu'il dit. Il dit on ne va pas régler la crise sanitaire en mettant des doses tous les 6 mois. Commençons peut-être à fournir des doses aux pays aujourd'hui qui ne sont pas vaccinés. On a un variant qui arrive, qui a été détecté en Afrique du Sud, où seulement 25% de la population est vaccinée. Si on prend le continent africain, le taux de vaccination est extrêmement faible. Je l'ai souvent dit sur votre chaîne, si on prend les pays riches, c'est 143 doses pour habitant et les pays pauvres, c'est 7 doses pour 100 habitants. Donc on voit bien qu'il y aura des variants qui vont continuer à arriver si on ne vaccine pas à l'échelle mondiale. Et pour l'instant, on est face à un blocage, c'est-à-dire qu'on est face au blocage de la levée des brevets, qui est aujourd'hui mis en marche par les lobbies du Big Pharma qui ne veulent pas accéder à cette demande de différents gouvernements, notamment des pays pauvres, parce qu'il y a des questions financières derrière. Au moment où on parle, Pfizer, BioNTech, Moderna, c'est 1 000 $ par seconde. Alors qu'on sait que ces laboratoires ont été gavés d'argent public, notamment pour participer à la recherche d'un brevet et d'un vaccin. Et c'est normal que l'argent public soit mis sur la table pour aider des entreprises à participer à la recherche, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Et ce qu'on demande depuis des mois, c'est que le vaccin
ce soit un bien commun pour l'humanité, qui soit accessible à toutes les populations. Mais Il vient de est-ce que se c'est passer pas un déjà scandale. Il y trop a un tard? pays. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le caractère extrêmement visible des intérêts financiers dans cette affaire ne va pas accentuer la défiance des citoyens des pays pauvres vis-à-vis du vaccin, et même au cas hypothétique où on réussirait à diffuser ce vaccin à l'échelle mondiale, et ben peut-être que euh, il y aura déjà une telle défiance que ça fonctionnera pas. C'est vraiment aujourd'hui toutes les peurs et toutes les angoisses sont alimentées par le caractère assez fou de cette rétention du vaccin, parce qu'a priori, si vous voulez vraiment sauver l'humanité, vous vous comportez autrement. Non, mais tu as raison. Et puis cette défiance, elle a commencé à être alimentée il y a déjà quelques mois. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, ne serait-ce que les députés européens avaient dû mener une bataille de chiens pour avoir accès au contrat qui liait l'Union européenne au laboratoire du Big Pharma pour savoir ce qu'il y avait dans les contrats, pour savoir quelles étaient les clauses. Déjà, ça, c'était le premier élément de défiance. Parce que les citoyens, à juste titre, se disaient, mais comment ça se fait que l'Union européenne, qui finance la recherche, achète des doses, participe à la création du vaccin, comment ça se fait que les représentants des citoyens européens n'aient pas accès au contrat? Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième, c'est véritablement le fait de ne pas donner de doses aux pays les plus pauvres ou de les donner au dernier moment. On a découvert hier, par exemple, que le Nigeria a dû brûler quasiment 1 million de doses parce que les pays riches lui avaient transmis des doses, parce qu'ils voyaient qu'elles étaient périmées dans quelques temps. Donc, il s'est dit, je vais les donner au Nigeria. Mais effectivement, ce pays-là n'avait pas le réseau de distribution pour les utiliser toutes dans le temps imparti. On a dû les brûler. Donc, on s'est débarrassé de ces doses et on va faire porter la responsabilité sur le Nigeria qui a dû les brûler. Donc, on voit que, mis bout à bout, la stratégie qui consiste à garder pour les pays riches des doses, se protéger, se servir en premier, elle alimente une véritable défiance. Et ça, il faut le casser parce qu'on a besoin de vacciner les gens. Et on ne va pas les vacciner de force. On va les vacciner en leur expliquant pourquoi il faut se faire vacciner, pourquoi c'est important et pourquoi il faut participer à l'effort collectif pour se protéger tous. Mais j'ai envie de dire, ce régime autoritaire, le fait de brutaliser les gens, de les infantiliser et surtout de réserver une partie des doses et en vérité une partie de la protection mondiale aux plus riches, alimente ce sentiment de défiance. Et c'est ça qui est terrible dans la période où on a besoin de transparence, d'explication, parce qu'on n'est pas sorti de la crise et on a besoin d'avancer collectivement avec les citoyens et non pas avec des décisions qui sont prises à trois ou quatre sur le coin d'une table sans explication. Ah bah, ce sera le débat, un des premiers débats de l'année 2022 avec la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal qui va passer devant le Parlement et les débats qui auront lieu à cette occasion. Merci beaucoup Thomas et à Merci l'année à toi. prochaine. Ça marche. Bon courage. Salut. Alors, on continue avec un entretien avec Stéphane Desgranges, délégué CGT de Carrefour Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, c'est un des sites de Carrefour entré en grève depuis vendredi dernier, dans une période de fête où justement on dépense chez Carrefour sans forcément avoir à l'esprit le sort des travailleurs des supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux où l'on va. Mais regardons d'abord un petit magnéto qui nous rappelle que nous sommes dans une campagne de collecte de fonds de fin d'année qui conditionne très clairement notre sort en 2022. Il n'y a plus que 8 jours pour financer notre QG de campagne. Notre premier palier de 30 000 euros a été atteint. Merci à vous. Nous sommes maintenant à près de 40 000 euros sur un objectif de 50 000. Nous avons besoin de vous pour garantir une information indépendante, différente, sans pub ni grand mécène milliardaire. Voici notre clip. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Il faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus là. Reculez, reculez. Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Retour sur le plateau, on va continuer donc avec un entretien avec Stéphane Desgranges, délégué CGT de Carrefour Ivry-sur-Seine, un des sites où la grève des travailleurs de Carrefour
contre leur employeur sont pleins. Alors, normalement, Stéphane est au téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour, oui, je suis là. Alors, je voudrais commencer par vous demander comment vous allez et où en est votre mouvement social. Alors, nous, personnellement, on va très bien, on est un peu fatigué, mais tout se passe bien. Donc nous, le mouvement social s'est déroulé mardi dans notre magasin. Alors, il y a un appel à la CGT dans tous les magasins Carrefour pour des mouvements de grève sur la semaine de Noël. Donc on est en plein dedans. Donc nous, on était en action mardi. Et par la mobilisation des salariés et des soutiens de la CGT extérieure, le magasin n'a pas ouvert mardi. Ok, et donc pourquoi les salariés de Carrefour sont-ils en colère? J'ai entendu parler... Alors, il y a beaucoup de raisons. Alors forcément, il y a les raisons salariales, c'est un peu le champ de bataille de tout le monde, mais se rajoute par-dessus ça un projet que Carrefour met en place depuis plusieurs années, c'est la location-gérance. Donc nous, on a été cité depuis 2-3 mois, on sait qu'on va passer officiellement en location-gérance courant 2022. Donc nous, le combat dans le magasin et pourquoi la mobilisation a été aussi suivie auprès des salariés, c'est nous déjà le refus de cette location-gérance, mais malheureusement elle est actée parce que des mouvements aux tribunaux ont été déjà exercés de la part de la CGT et on a été déboutés parce que ce cas-là est la location-gérance est légale. Mais maintenant, nous on avait décidé de faire un mouvement pour préparer la suite. Ça veut dire, normalement, en syndicat, on a toujours un coup de retard. Quand on réagit, c'est après les annonces. Là, on va réagir, on a essayé de réagir avec un coup d'avance. Et c'est pour essayer de rétablir le rapport de force qu'on va avoir avec notre gérant, en sachant qu'il y a une grosse mobilisation des salariés le 21 décembre. Et quand il va arriver pour tout renégocier derrière, et on va devoir se battre pour nos accords, il va savoir ce qui s'est passé mardi et normalement, il devrait nous écouter un peu plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce système pervers de location-gérance? C'est quoi? Quelles sont les implications? À quoi ça ressemble? Je vais vous parler d'un cas pour que ça soit clair pour tout le monde, je vais vous parler d'un cas que je connais bien, on va prendre le mien. Vous voyez, j'ai 30 ans de Carrefour Ivry-sur-Seine. Ça fait 30 ans que je travaille dans le magasin, ça fait 30 ans que je travaille pour le groupe Carrefour. Quand je suis rentré dans cette entreprise, on était le premier employeur privé de France. Je pense qu'on y est toujours, mais avec un peu moins de monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver avec la location-gérance? C'est que j'ai une convention collective qui est supprimée, qui va être mise au feu. J'ai des accords de groupe qui vont être mis au feu. J'ai un règlement intérieur qui va être mis au feu et mon contrat de travail, pareil. Ça veut dire que tous les accords que j'avais avec un groupe comme Carrefour, forcément avec des choses avantageuses, tout est annulé. Tout va être déchiré, tout va être négocié directement entre le repreneur et les employés du magasin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je quitte un groupe, alors je ne sais plus si on est 90 000 ou 100 000 personnes en France, je quitte un groupe comme ça pour me retrouver dans un magasin actuel où on est de 350 personnes. Forcément, les avantages et les accords qu'on va négocier vont forcément être moins avantageux ce qu'on a aujourd'hui. Et surtout, vous serez face à un patron plus petit et qui pourra justement vous présenter sa situation de patron intermédiaire pour vous expliquer qu'il ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait. Oui, alors il y a forcément ça, mais ça peut être aussi, vous savez, il n'y a pas que des petits patrons qui vont reprendre les magasins, il y a des sociétés aussi qui reprennent les magasins. Vous savez, après, tout est bien cloisonné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le repreneur... Stéphane, oui. Stéphane, est-ce que vous pouvez enlever le kit main libre et mettre le téléphone plus proche de vous? Je suis pas du tout au kit main libre. Ok, parce que le son n'est pas terrible. Bon, disons, on va continuer. Ouais. Vous disiez? Oui, je vous disais, aujourd'hui, le Carrefour met en place pas forcément des petits patrons. Le repreneur peut être aussi faire partie d'un autre groupe, peut faire partie d'une société indépendante. On ne sait pas. Vous savez, aujourd'hui, le côté vicieux du truc, c'est que Carrefour va garder, par exemple pour mon magasin, il garde tous ses actifs. Ça veut dire il garde les murs, il garde le matériel, il garde tout. La seule chose qui vend, oui, on est vendu, la seule chose qui vend, c'est le personnel et les stocks. On est à peu près au même niveau qu'un paquet de pâtes pour eux, vous voyez. Et ça, c'est sans qu'on ait le choix de rien du tout. Ça veut dire qu'on ne nous a pas proposé éventuellement de rester dans le groupe ou rien du tout. C'est aujourd'hui, vous êtes vendu,
C'est comme ça, c'est pas autrement. On n'a pas eu, après, vous voyez, pour mon cas personnel, on n'a pas eu, après 30 ans de boîte, un au revoir, un merci, une poignée de main. Rien du tout. C'est vous êtes vendu, vous quittez le groupe et c'est comme ça. Alors, pour ceux qui restent dans le groupe, ils se plaignent du niveau des augmentations de salaire. On parle de 1% de revalorisation salariale. C'est pas qu'on parle. C'est ce qui va être donné l'année prochaine, c'est 1%, oui, effectivement. 1%, c'est en dessous de l'inflation. Ah bah, il paraît, oui. Et Donc bien en dessous. C'est une baisse de salaire, en réalité. C'est une baisse de salaire. Dans l'allocation gérance, ils vont faire croire que ils font espérer aux gens qu'il n'y a pas de baisse de salaire. Alors oui, effectivement, il y a sur la fiche de paye, sur le salaire, il n'y a pas de baisse de salaire, mais il y a toutes les choses qu'on perd à côté. On perd la participation, on perd une semaine de congé supplémentaire. Notre mutuelle, on a une mutuelle forcément avec un groupe de 100 000 personnes, on a une mutuelle qui est plutôt très très bonne. Demain, le repreneur va certainement, et il va pas se priver, prendre la mutuelle la moins avantageuse possible. Ça veut dire que pour garder notre niveau de mutuelle qu'on a aujourd'hui, il va falloir qu'on rajoute 15 ou 20 euros par mois pour avoir notre niveau de mutuelle. Je ne vais pas vous rappeler les salaires de la grande distribution parce que je pense que tout le monde est à peu près objectif sur les salaires excessivement bas de la grande distribution. Vous voyez, c'est tout ça, la renégociation des tickets restaurants, il y a tout ça qui est en jeu. Et en plus, il y a la modification de nos conditions de travail qui peuvent aussi éventuellement changer. Donc tout ça va être négocié directement avec les élus du magasin et la direction. En fin de compte, ils divisent tous les magasins pour que chaque section syndicale se retrouve seule. Okay. Et qu'on n'ait plus de syndicats de groupe. Et donc, c'est vraiment ça le système de location-gérance. Si vous deviez résumer le système de location-gérance auquel le groupe Carrefour veut vous contraindre, en quelques mots, vous diriez quoi? Eh ben, c'est mettre en place un système pour faire des économies pour le groupe et pour engraisser les actionnaires qui sont déjà très, 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 très gras. Vous savez, pour faire des économies, on n'a pas 40 choses. Là. Si on ne paye plus les salariés, et qu'on les fait payer par d'autres et qu'on récupère, on garde quand même les loyers et on récupère un pourcentage des ventes, on s'en sort bien. Hein. Vous savez, c'est pas mal. Hein. L'histoire, elle est belle. Donc, notre PDG, M. Bompard, a fait des promesses d'économie du groupe Carrefour pour les actionnaires, mais il y arrive facilement. Hein. Vous savez, quand on ne paye plus les salaires, c'est facile de faire des économies. Est-ce que ce système de location-gestion, location-gérance, peut être considéré comme de la franchise? C'est une franchise déguisée, oui. Alors, vous étiez présentés hier comme des héros, des travailleurs essentiels, donc pendant le confinement. Est-ce que vous avez l'impression d'être mal récompensés aujourd'hui? C'est pas. Mais ça, le manque de respect et le mépris de notre employeur, on l'a pas découvert aujourd'hui. Vous savez, le magasin, il a été ouvert, absolument, parce qu'on oublie vite les choses. Il faut se rappeler du premier confinement. Nous, on a eu des scènes d'émeutes dans le magasin, la veille du confinement et le lendemain de l'annonce. Quand je vous dis des scènes d'émeutes, c'est des scènes d'émeutes. On a eu dans notre magasin notre chef sécurité qui est décédé du Covid et certainement et quasiment sans aucun doute suite aux émeutes et il s'est interposé physiquement devant les grilles. 15 jours après, il est tombé malade. 15 jours après, il est décédé. Vous savez, on a été en première ligne effectivement. On a travaillé sans masque pendant plus d'1 mois dans le premier confinement. On n'avait pas de masque. On a travaillé, on est resté ouvert pour les gens. Vous saviez, si la grande distribution n'était pas restée ouverte, je pense que le pays aurait eu du mal à se relever et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça s'est passé. Effectivement, on n'est pas les seuls. Il y a bien sûr qu'il y a nos camarades infirmiers, les hôpitaux. Bien sûr qu'il y avait des services essentiels. Mais si on donne plus à manger aux gens, vous savez, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais ça aurait été dramatique. Et les gens de tous les magasins sont restés solidaires. Les gens qui auraient pu s'arrêter ont travaillé. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on a eu comme récompense? Alors, on va pas se plaindre, hein, c'est très bien. Vous savez, des fois, on se demande le prix d'un homme, combien ça coûte. Chez nous, on sait, c'est 1 000 euros. On a eu 1 000 euros. Donc, on connaît le prix de notre vie. Alors, est-ce que les clients comprennent votre lutte, ce que vous rencontrez devant les magasins? Alors, mardi, on a eu une grosse mobilisation, donc c'est ce que je vous expliquais. Effectivement, vous avez toujours des clients qui sont un peu contrariés, mais on a énormément de clients qui nous ont soutenus, qui nous ont dit qu'on avait raison, parce qu'on se bat aussi pour que le magasin reste dans sa forme pour les clients d'Ivry-sur-Seine. Et vous savez, puis suite à ce mouvement-là, la récompense de Carrefour, c'est que ce matin, je suis déçu. Pourquoi? C'est pas que je suis déçu, je suis désolé, parce que j'aurais dû être avec vous sur le plateau. Mais malheureusement, je ne peux pas, parce qu'on est assigné au tribunal à 9h30 ce matin.
Beaucoup Donc de Carrefour estime que nous avons bloqué le magasin. Nous, on conteste cette appellation. On a eu un gros mouvement, c'est surtout que Carrefour, vu la mobilisation, n'a pas pu et a eu peur d'ouvrir le magasin. Mais aujourd'hui, il veut rejeter ça sur la faute. Il a assigné 8 élus du magasin, 8 personnes avec des mandats syndicaux. Et bah écoutez, on va aller au tribunal ce matin à 9h30 à Créteil. On va y aller sereinement. Et voilà, après, vous voyez, tout ça, ça va avec le reste. Tout ça montre à quel point on n'est pas respecté, à quel point ils nous méprisent. Voilà, bon, bah écoutez, ils rajoutent une couche en envoyant des syndicalistes de leur magasin au tribunal. Et bah écoutez, on va y aller. Beaucoup de courage à vous. Est-ce que vous avez un message pour les politiques, notamment parce qu'en fait, on entre dans une année... Non, vous savez, les messages pour les politiques, c'est compliqué. Moi, je suis un petit élu de terrain. J'ai pas de mandat plus que mon magasin. J'ai juste des convictions. Alors, aujourd'hui, c'est un gros mot, avoir des convictions. Ça veut dire que nos politiques, nos gouvernements, ils comprennent pas pourquoi il faut avoir des convictions. Ils comprennent pas. Ils pensent que il faut juste les écouter. Ils sont là pour nous. Vous savez, et ils comprennent même pas. Donc après, on va quand même se battre tant que les convictions sont pas interdites par la loi. On va essayer de les garder. Et l'important, c'est de rester soi-même et de se battre pour ses idées. Merci Stéphane, beaucoup de courage à vous, à tous les travailleurs de votre magasin. Pour votre écoute. Merci. On rappelle que des grèves similaires ont touché ou touchent des enseignes du groupe Mulliez qui possède Auchan, où une grève nationale a été lancée vendredi aussi, mais qui possède également Decathlon, Kiabi, Noroto et bien d'autres enseignes. Voilà, la dernière contre-matinale de l'année 2021, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous continuerez de regarder chaque jour les programmes du média, et on en a de beaux programmes en cette fin d'année. Nos rendez-vous du matin recommencent le 3 janvier, et ce sera désormais à partir de 7h30. Une fois de plus, au risque d'être un peu lourd, je vous invite à nouveau, si vous le pouvez, à participer à notre levée de fonds de fin d'année dont la réussite conditionne absolument notre retour et notre pérennité en 2022. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force.